Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui a fait énormément de bruit dans le monde de la crypto-monnaie, le fameux vote du Parlement européen qui proposait une version du texte MiCA afin d'interdire le Bitcoin, l'Ether, enfin globalement le Proof of Work. Dans cette vidéo, on va traiter de la régulation MiCA et vous allez voir que ça concerne les entreprises, que ça concerne les gouvernements, notamment celui de tous les pays qui veulent se positionner et avoir une place importante sur la blockchain et sur les crypto-monnaies qui pour beaucoup est déjà considérée comme une technologie d'avenir. Et pour finir, tous les particuliers, que ce soit une personne qui achète ou qui vend des NFT, une personne qui achète ou qui vend de la crypto-monnaie ou toute personne détenant et utilisant des services proposés par la blockchain. On va voir 4 points. Déjà, concrètement, qu'est-ce que MiCA? Beaucoup de gens parlent d'interdire MiCA, de ne pas le laisser passer. Les gens n'ont pas compris. Il faut comprendre qu'est-ce que MiCA qui tôt ou tard va voir le jour. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre pourquoi les gens se sont affolés sur la proposition du Parlement européen. Pourquoi ça a fait autant de bruit d'un coup et pourquoi ça a concerné des acteurs de toute l'Union européenne. On a vu les réseaux sociaux se lever, beaucoup d'entrepreneurs, certains membres de gouvernements qui ont pris position très rapidement et pourquoi c'était nécessaire et aussi alarmant. Le troisième point, c'est qu'il faut comprendre comment se vote une loi au niveau de l'Union européenne. Comprendre comment fonctionne cette machine finalement afin de savoir globalement aujourd'hui on en est où, quelles sont les autres décisions qui doivent être prises, à quel endroit est-ce qu'on peut interférer ou à quel moment est-ce qu'on doit prendre part à cette fameuse discussion afin de remonter les bonnes informations, afin de faire comprendre comment fonctionne la blockchain et les crypto-monnaies, afin de bien les encadrer tout en permettant à l'écosystème de se développer. Et le tout dernier point, c'est 4 points qui selon moi sont très dangereux pour l'écosystème et sont actuellement dans ces textes. 3 dans la proposition du Parlement européen qui heureusement a été voté contre à la majorité. Et un dernier point qui est déjà dans la proposition de la Commission européenne et qui pour moi est également très dangereuse pour la plupart des acteurs de la blockchain et des crypto-monnaies à l'échelle de l'Union européenne. Le but, c'est de réaligner et de remettre une base sur cette grosse discussion. On parle de régulation européenne dans quelques années et on ne se rend pas compte à quel point ça concerne tout le monde. On commence sur un tout premier point, qu'est-ce que MiCA? Je vous rappelle que je ne suis ni juriste, ni politicien. Mon objectif étant simplement de vulgariser afin que tout le monde comprenne les enjeux, car c'est le gros problème. Les personnes qui vont définir le cadre sont pas forcément des personnes qui comprennent l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies, et tous les concernés sont des personnes qui ne comprennent pas forcément l'enjeu qui est en train de se jouer et à quel point ça va affecter leur activité et leurs habitudes de tous les jours. S'il y a une petite coquille ou une petite erreur, je mettrai un commentaire épinglé afin de me corriger et afin de préciser, voire même argumenter si d'autres personnes viennent compléter en commentaire le sujet que j'aborde aujourd'hui. MiCA est une régulation d'harmonisation. Chaque pays a défini un certain cadre afin d'autoriser et d'interdire certaines choses autour de la blockchain et des crypto-monnaies. En France, on a par exemple le cadre pour les particuliers de la loi Pacte qui autorise, interdit certaines choses, définit une certaine fiscalité. De l'autre côté, on va avoir le régime PSAN qui lui concerne les entreprises dans cette activité. C'est l'autorité des marchés financiers qui définit le cadre dans lequel une entreprise peut agir, conserver de la crypto-monnaie pour compte de tiers, échanger de la crypto-monnaie, etc., etc. Ça, c'est par exemple la régulation française. Tous les pays ont leur propre cadre et leurs propres règles. Que ce soit pour autoriser ou interdire certaines choses aux particuliers ou définir les règles et les obligations que doivent avoir les entreprises qui proposent ce genre de service. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, si une société française veut adresser le marché portugais ou le marché italien, on doit comprendre la régulation en Italie et au Portugal afin de se rendre conforme et d'être certain d'appliquer toutes les obligations nécessaires afin de proposer des services à ce genre d'utilisateurs. Ça devient très vite complexe quand on est dans l'Union européenne et qu'on peut avoir des clients qui viennent de 5, 10, 12 pays. L'objectif de la régulation d'harmonisation, MiCA, dans le fond, est très saine. C'est proposer un cadre qui va permettre à toutes les entreprises de l'Union européenne d'échanger, de contractualiser, d'adresser un marché et de construire des produits en suivant les mêmes règles et les mêmes obligations. C'est pour ça que quand on voit des gens qui disent oui, il faut interdire MiCA, ils n'ont pas compris. La régulation MiCA va avoir lieu. Tôt ou tard, elle va s'appliquer. La question n'est donc pas d'interdire ou non MiCA, mais plutôt de faire en sorte que la proposition et la régulation européenne soient le plus proche possible de la réalité du marché, de la réalité du besoin des différentes entreprises et particuliers de cette écosystème, tout en limitant certains abus et en laissant quand même un cadre compétitif qui permettrait à l'Union européenne de proposer des services innovants en avance de phase vis-à-vis des États-Unis, de la Chine, etc., etc. Ça, c'était le premier point. Mais globalement, pourquoi ça a fait autant jaser les réseaux sociaux il y a peu de temps? Pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est le Parlement européen qui a fait une proposition pour le texte MiCA dans lequel plusieurs points étaient vraiment très dangereux, pour ne pas dire létal pour l'écosystème. Avant de revenir exactement sur ce qu'ils ont proposé et le problème, il faut comprendre comment une décision
décision est prise à l'échelle de l'Union européenne. C'est très important parce que sinon on risque de paniquer à des moments où c'est vraiment pas important et au contraire, sur des décisions qui sont cruciales et sur des moments où on ne pourra pas revenir en arrière, ne pas comprendre l'enjeu et du coup laisser quelques personnes qui n'ont pas l'expertise et qui n'ont pas de compréhension du cadre légiférer sur cet écosystème. Il y a 3 entités dans l'Union européenne qui doivent se concerter et s'accorder afin de proposer une fameuse loi. En l'occurrence, il y a la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. Chacun va proposer sa propre interprétation du fameux texte MiCA, d'un fameux texte qui vient encadrer le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Dès que les 3 ont leur version, ils vont lancer un trilogue, c'est-à-dire une discussion informelle entre eux, qui peut prendre quelques mois, et qui font qu'ils vont s'accorder sur un texte, une proposition, qui, une fois qu'elle sera proposée, sera appliquée 18 mois après. Voilà pourquoi on a encore de la bande passante. Et voilà pourquoi beaucoup de gens s'inquiétaient, mais mine de rien, ce n'était que la proposition du Parlement européen. Ensuite, elle aurait dû être validée dans les propositions qui auraient été faites à la Commission européenne et au Conseil européen, qui eux n'ont pas proposé les mêmes choses, du moins pas jusqu'à présent. Et surtout, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qui est-ce qui constitue ces différents points. Alors pour le Parlement européen, ce sont les députés européens. D'un point de vue du Conseil européen, il y a différents acteurs de différents pays et différents gouvernements, comme par exemple le cabinet du ministre de l'économie et des finances en France a une place au Conseil européen. Et c'est le cas pour énormément de personnes de plein de gouvernements de différents pays. La Commission européenne, c'est l'équivalent du pouvoir exécutif. Pour faire très simple, si l'Union européenne était un pays, ce serait l'équivalent de son gouvernement. C'est eux qui vont proposer et qui vont ensuite, sous concertation du Parlement et du Conseil, proposer une nouvelle loi ou proposer quelque chose qui va s'appliquer à l'ensemble de l'Union européenne. Ce qu'il faut également comprendre là-dedans, c'est que, après que chacun ait son propre interprétation de ce qu'il faut appliquer, il y a une discussion informelle qui regroupe tous les acteurs. À ce moment-là, toute personne pouvant remonter un message, informer, notamment éduquer sur les problématiques de la blockchain et les crypto-monnaies, n'importe quelle personne dans cette discussion, dans ce trilogue ou dans les équipes des 3 différentes entités, va pouvoir affecter la décision finale, en tout cas sa proposition. Et c'est ça qui est très important. C'est quelque chose qui concerne tout l'écosystème et tous les pays. C'est pas juste un pays et son gouvernement qui prennent la décision. L'objectif est donc de trouver un consensus, quelque chose qui aligne tout le monde et les intérêts de l'Union européenne. Certains disent qu'il y a de la mauvaise foi et qu'ils veulent juste interdire les crypto-monnaies. Moi, je pense qu'à cette échelle-là, avec autant d'acteurs, quand il y a des propositions qui sont aussi graves que celle qui a fait autant de bruit du Parlement européen, c'est qu'il y a une vraie incompréhension entre la réalité du besoin et les propositions qui sont faites par ces politiques. On en arrive donc au 3e point. Qu'est-ce qui a été proposé par le Parlement européen? Et plus globalement, dans ce fameux texte MiCA aujourd'hui, quels seraient les 3-4 points très bloquants et quelles seraient les conséquences sur le marché? Alors, on va se concentrer d'abord sur les 3 gros points du Parlement européen qui, je vous le rappelle, a été voté il y a un peu plus d'une semaine, c'est-à-dire qu'il y a eu 32 votes contre pour 24 votes pour. En l'occurrence, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle proposition qui ne reprendra pas certains termes, et c'est ça qu'il faut suivre. Ce qui avait été proposé dans la version du texte MiCA du Parlement européen, c'est premièrement une interdiction du proof of work et de toutes les crypto-monnaies liées à cette méthode pour sécuriser la blockchain. En l'occurrence, Bitcoin et Ether. Vous le savez bien, on ne peut pas interdire Bitcoin. Techniquement, c'est inarrêtable. Par contre, on peut interdire les entreprises régulées de proposer du Bitcoin à leurs clients et on peut interdire les gens de l'utiliser. Encore faudrait-il être pris la main dans le sac, mais ça suffirait à tuer tout le tissu économique, à faire fuir toutes les entreprises qui se développent dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies de l'Union européenne. Et autant vous dire que ni une ni deux, ça part aux États-Unis. Tout comme d'ailleurs quand la Chine avait interdit les mineurs, en quelques mois, les États-Unis ont récupéré plus de 70% des mineurs chinois dans le monde. Alors il y a même certaines personnes de l'écosystème crypto qui disent oui, est-ce qu'on a vraiment besoin du Bitcoin ou de l'Ether? Déjà, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'importance du Bitcoin et à quel point c'est le métronome de tout l'écosystème. Mais en plus de ça, c'est basé sur une totale incompréhension. Interdire le proof of work et les monnaies en proof of work, bon ben déjà ça veut dire plus de minage, toutes les entreprises liées là-dedans vont très vite partir loin d'Europe. Ensuite, ça veut également dire plus de Bitcoin et d'Ether sur les exchanges régulés, tout du moins. Et je vous rappelle que la plupart des crypto-monnaies qui ne sont pas en proof of work, des crypto-monnaies que vous pouvez peut-être aimer, Solana, Avalanche, Elrond, sont des crypto-monnaies dont le plus gros de la liquidité et des volumes sont sur des paires Bitcoin Avalanche par exemple, ou Bitcoin Elrond, c'est-à-dire qu'on va échanger son Bitcoin ou des Ethers contre ces monnaies. En l'occurrence, interdire Bitcoin et Ether des plateformes centralisées que vous utilisez, ça veut dire interdire ces entreprises de proposer des paires vers Bitcoin ou vers Ether. C'est-à-dire qu'il faudrait uniquement se tourner vers des exchanges qui proposent d'échanger de l'euro ou du dollar contre du Solana, du Polkadot, etc. C'est-à-dire les monnaies les plus connues. Autant vous dire que c'est létal. Ce sera létal pour tout l'écosystème de plus pouvoir passer par ces assets. La plupart des projets que vous connaissez de finances décentralisées sont basés sur Ether. Ça veut dire ciao, on oublie totalement. Ça veut dire qu'on oublie tout le développement des infrastructures qui ont été faits
pour le mining et pour le développement du proof of work. Et ça veut dire que toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas en proof of work ne pourraient plus être échangées aussi librement parce que le plus gros des volumes était en lien avec Bitcoin ou avec Ether. Ce serait simplement impossible de pratiquer. Et je rappelle qu'on ne va pas tuer ni Bitcoin ni Ether en faisant ça. On va simplement le bannir d'Europe en quelque sorte. Et à ce moment-là, c'est l'Union européenne qui se tire une balle dans le pied parce que le monde ne va pas bannir les crypto-monnaies parce que l'Union européenne a pris cette décision. Et donc, énormément de services vont se développer à l'international jusqu'à ce qu'on réalise notre connerie dans 2 à 3 ans. À ce moment-là, on va revenir en arrière et on n'aura rien. Aucun tissu blockchain, aucun tissu économique et aucune possibilité de revenir en arrière parce qu'on ne récupère pas 3 ans de retard sur une technologie aussi rapide et dans un monde qui bouge aussi vite que le nôtre. Et c'est ça, c'est ce point-là sur le proof of work qui a fait énormément de bruit parce que c'était gravissime. C'était vraiment ne pas comprendre l'enjeu. C'était basé sur un « oh là là, il y a des gens qui disent que ça consomme. Est-ce que ça consomme vraiment? On n'en sait rien, mais on va interdire toutes les crypto-monnaies en lien avec le proof of work. » C'est une incompréhension totale, de par son fond, de par sa forme, qui tirerait une balle dans le pied, pour ne pas dire dans la tête, à l'Union européenne, mais même pas à ces fameuses classes d'actifs, parce que Bitcoin et Ether ne changeront pas leur méthode de fonctionnement. Par contre, l'Union européenne, elle va se bannir. Et je dirais même mieux, elle va se bannir de la blockchain et des crypto-monnaies en laissant le champ libre aux sociétés à l'international. Prenez l'exemple de la France, qui a défini son cadre, le PSAN. C'est venu contraindre et encadrer toutes les entreprises, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, de l'écosystème français. Ce qui fait que ces sociétés-là doivent respecter un certain cadre pour proposer des solutions aux clients français. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques entreprises ont réussi à se réguler, et tant mieux, elles se sont peut-être structurées. Par contre, la plupart des personnes qui ont bénéficié de cette régulation sont les acteurs à l'international, qui eux n'ont encore aucune contrainte et qui ont le droit de venir adresser les clients français sans aucune répercussion, parce que chaque pays individuellement ne peut pas réprimander un acteur à l'international qui n'est pas régulé, et donc ces entreprises viennent et prennent des parts de marché alors que les acteurs français qui se sont fait encadrer sont en train d'en perdre. Eh bien ce serait pareil pour l'Union européenne. Les grands gagnants seraient les Américains et les autres pays qui viendraient se servir dans les clients et dans la demande européenne alors que les entreprises européennes elles-mêmes ne seraient plus capables d'adresser ces clients. Voilà pourquoi ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, voilà pourquoi énormément de gens se sont levés et ont tout fait pour que très rapidement le Parlement européen comprenne qu'il fallait voter contre cette proposition. Il n'y a évidemment pas que ça, il y avait également deux autres choses. Le deuxième point, c'était un encadrement pour les stablecoins, venir définir un cadre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a très peu de stablecoins sur l'euro, parce que les gens ont peur de se faire taper dessus par les régulateurs, et notamment par la Banque Centrale Européenne. Alors qu'aux États-Unis, on a laissé champ libre. Comme d'habitude, le dollar américain a pris une position très importante, puisque plus de 90% des stablecoins, pour ne pas dire 98%, sont basés sur le dollar. Et vont ensuite réguler cet écosystème. Nous, on n'a même pas réussi à prendre de place sur ce marché, qu'on veut définir un cadre, peut-être en espérant lancer 2 ou 3 géants sur les stablecoins euros, mais qui va simplement créer une barrière à l'entrée, là où personne ne voulait déjà s'aventurer, de peur d'avoir des problèmes et des sanctions par la suite. Là où aux États-Unis, on fait et ensuite on cadre, en France, on dit attention, ceux qui prennent l'initiative de faire vont se faire sanctionner. Le troisième point qui vous concerne peut-être un peu plus, les NFT. Cette proposition déjà remet en cause le principe de neutralité technologique. Normalement, je vais m'expliquer bien entendu, on doit cadrer un usage. Je prends un exemple très simple. On ne peut pas exiger les mêmes licences et les mêmes obligations pour un site internet qui vend des médicaments ou pour un site internet qui propose aux gens d'écouter de la musique. Ce ne sont pas les mêmes domaines, on doit donc juger non pas le site internet, mais juger l'activité qui est derrière. C'est le principe de neutralité technologique. On encadre un usage, une activité, mais on n'encadre pas une technologie. Ça aurait été stupide d'encadrer les sites internet et de demander à tout le monde le droit de vendre des médicaments. En tout cas, ce serait bien dommage pour la personne qui veut proposer de la musique et ça n'aurait aucun sens. Ça ne ferait que freiner, pour ne pas dire tuer son business. Eh bien, c'est un peu ce que propose le Parlement européen sur les NFT, en tout cas dans la dernière version du texte. Autant vous dire que s'il faut, je vous dis une bêtise, mais c'est pour vous illustrer tout ça, une licence financière pour proposer un NFT qui permet de financer des entreprises, ça semble plutôt cohérent. Mais la personne qui veut simplement créer des NFT pour des apparences et pour des skins dans un jeu vidéo, il serait vraiment stupide de contraindre cette personne qui veut juste proposer des NFT à ses utilisateurs dans son jeu d'avoir une licence financière qui n'a rien à voir simplement parce que certaines personnes proposent des NFT en lien avec la finance. Le NFT, c'est quelque chose de très large, on peut tout et rien faire avec cette technologie, on peut proposer des solutions très financières, très technologiques ou au contraire de simples apparences ou de simples images émises sur la blockchain. On ne doit pas encadrer la technologie, on doit justement respecter le principe de neutralité technologique et on doit définir un cadre en fonction de 2 ou 3 grandes classes d'activités ou d'usages.
comme ça avait par exemple eu lieu en France sur les utility tokens et les security tokens. Il ne faut pas définir toute la technologie de la même façon, mais bel et bien traiter, peut-être pas au cas par cas, mais définir 2 ou 3 grandes classes de NFT pour les réguler différemment. Ça, c'est ce que proposait l'Union européenne. Il y a quand même une petite chose qui s'est glissée dans la proposition de MiCA, de la Commission européenne, qui pour moi peut avoir un gros impact. Dans ce texte de la Commission européenne, l'article 36 prévoit que l'on ne doit plus proposer d'intérêt ou de rendement à ses clients sur des stablecoins. Autant vous dire que toutes les entreprises de l'Union européenne ne pourraient plus faire de lending et de borrowing. Alors évidemment, ça me concerne parce que j'ai une entreprise qui propose ce genre de service, Just Mining, mais réfléchissez bien, prenez un petit peu de recul et regardez toutes les plateformes qui proposent ce genre de service. Je ne vous parle même pas de la finance décentralisée qui n'est pas encore cadrée. Je vous parle tout simplement d'interdire le fait de proposer ce genre de service de finance décentralisée, même si on est un acteur centralisé, régulé, qui se plie à la régulation de son pays. Ce serait catastrophique à bien des égards. Premièrement, tous ceux qui vont profiter de cette technologie et de ses rendements, ce sera les acteurs à l'international et plus les Européens. Deuxièmement, ça va venir tuer la finance décentralisée parce qu'on a besoin de liquidité sur ces stablecoins, on a besoin de ces différents protocoles et on a surtout besoin de prêts et d'emprunts décentralisés. Pour 2 raisons. Premièrement, parce que le prêt et l'emprunt, c'est ce qui finance tout l'écosystème et son développement. Et deuxièmement, parce que je vous rappelle que s'il n'y a pas d'entités décentralisées qui peuvent prêter aux entreprises de la blockchain, je vous rappelle que la majorité des banques ne financent pas les projets blockchain. Elles ne leur proposent même pas de compte en banque. Alors de là à leur faire des prêts pour leur permettre de se développer, autant dire que si on coupe le financement de la DeFi, on coupe les ressources de financement et on coupe le moyen à toute entreprise de développer une idée, de proposer un produit sur le marché. Là, autant vous dire que dans 3 ans ou dans 4 ans, quand on reviendra en arrière, on sera au Moyen-Âge au niveau de la blockchain et la plupart des gros entrepreneurs européens seront déjà très très loin à créer leur solution depuis plusieurs années. Ce serait quelque chose de grave et surtout ça nous mettrait en marge de toute la révolution qui se fait jusqu'à ce qu'on ait le temps de se pencher sur cette priorité technologique et à ce moment-là, avec les urgences que nos pays ont à gérer aujourd'hui, c'est pas avant quelques années qu'on se rendra compte de la bêtise que l'on a faite. Entre le proof of work, la régulation des stablecoins, le non-respect de la neutralité technologique des NFT et en plus de ça, l'interdiction de générer des intérêts sur les stablecoins, c'est une vraie incompréhension de ce qui se passe réellement aujourd'hui et de la réalité de ce que l'on vit quand on est dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Tout dernier petit point que je voulais dire quand même, sur l'interdiction de générer des intérêts sur les stablecoins. On a cherché à comprendre, notamment notre compliance chez Just Mining, qui a réussi à rentrer en contact avec le régulateur portugais, une personne du régulateur au Portugal en tout cas, et qui lui a demandé pourquoi ça avait été proposé et quelles sont les craintes de l'Union européenne pour proposer quelque chose comme ça. Quel est l'intérêt? En réalité, la crainte, c'est même pas ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que la crainte, ce serait qu'un acteur qui propose des prêts et des emprunts se retrouve avec un tel stock de stablecoins qu'il pourrait influencer le prix d'une monnaie. Alors déjà, pour regarder les volumes qui passent sur le dollar américain ou sur l'euro, de là à pouvoir affecter le prix d'une monnaie, on en est très très loin. Mais même, je vous rappelle que la plupart des stablecoins ne sont pas forcément proposés par des entités centralisées, par des entreprises qui détiennent ces stocks. Je prends l'exemple du DAI ou de l'UST. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les stablecoins si vous voulez comprendre. Ce sont des stablecoins dont le stock est géré par la blockchain, par un algorithme. Pour éviter que quelqu'un perde la tête et abuse d'un stock qu'il a à son avantage pour faire varier le cours, je vous rappelle que c'est l'intérêt même de la blockchain. Un algorithme, lui, n'a pas d'intérêt personnel, n'a pas d'ego à satisfaire et ne va pas s'amuser de son stock pour faire monter ou baisser le prix d'une monnaie. Il faut bien le comprendre. Donc même cette proposition est basée sur un fond de réflexion qui n'est pas vraiment viable finalement. Donc c'est bien ça que je veux faire comprendre. La plupart des choses et la plupart des propositions qui sont pour moi aberrantes, je suis certain qu'elles sont même pas basées sur de la mauvaise volonté et de la mauvaise foi. Elles sont basées, je pense, sur une vraie incompréhension de comment ça marche. Et c'est pour ça que tout l'écosystème se doit de tendre la main à ces gens qui cherchent à comprendre et finalement à trouver un consensus afin de proposer quelque chose qui fait sens. Pareil, la proposition du Parlement européen, à la base, elle avait retiré l'interdiction du proof of work. Ça a été reglissé dans les textes 72 heures avant le vote. C'est pour ça qu'il faut vraiment suivre. Comme c'est public, ça se doit d'être transparent et certaines grosses décisions ne peuvent pas être prises sans que ce soit rendu public. À nous de nous y intéresser, à nous d'essayer de comprendre et également à nous de suivre les bonnes personnes dans cet écosystème. Je vais vous donner quelques noms, mais que ce soit Alexandre Stachenko de Blockchain Partner, que ce soit les équipes de CoinHouse qui sont l'un des acteurs de ce pays qui ont été régulés, que ce soit des personnes qui prennent des positions politiques ou encore Pierre Persson, qui est un député qui, lui, explique à quel point c'est important de bien réguler maintenant. Je vous mets plein de liens en description, plein de threads qui ont été sortis sur cette fameuse régulation au moment où on a eu la panique et quand on a vu la proposition du Parlement européen. Suivez ces différents profils sur les réseaux sociaux. Suivez également des entrepreneurs et suivez également les différentes politiques qui se positionnent sur ce sujet. Vous pouvez, n'importe qui peut comprendre les enjeux et si vous n'avez pas, vous, la possibilité d'atteindre la bonne personne qui va prendre la décision, vous avez peut-être le moyen de relayer des personnes qui, elles, auront la portée de faire changer les choses.
Bref, en conclusion, ça nous concerne tous et on doit s'intéresser à ce qui est en train de se passer parce qu'on a le pouvoir de faire changer les choses et je suis certain que la plupart du temps c'est de l'incompréhension et ça, il n'y a que l'éducation qui peut régler ce problème. Vous avez dans la description beaucoup de sources, beaucoup d'informations, beaucoup de personnes à suivre sur les réseaux sociaux. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, c'est pour en gros essayer de vulgariser les vrais enjeux qui se passent en politique, mais avec un discours que tout le monde peut comprendre pour vraiment savoir à quel point ça nous concerne ou non. Et pour finir, dites-moi également si le sujet du proof of work et de sa consommation énergétique, sujet qui commence à m'énerver, on a à boire et à manger dessus, on a des choses fausses qui sont répétées encore et encore et je sens qu'on va les entendre pendant très longtemps. Est-ce que vous voulez que je fasse un sujet là-dessus pour vraiment faire le point sur la réalité? Consommation électrique, les problèmes, qu'est-ce qui est dit contre et pour les crypto-monnaies à ce sujet et globalement pourquoi il faut arrêter de se faire une fausse idée de la réalité écologique de Bitcoin, Ether et de cet écosystème. Si ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes abonné, que vous avez frappé ce pouce bleu et que vous avez mis un petit commentaire pour me donner votre avis. C'est très important pour moi et ça me permettra également de faire toujours plus connaître mon contenu et mon travail. Merci à vous, c'était Asher et on se retrouve sur cette chaîne YouTube la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais également sur mes réseaux sociaux qui sont en description.